que nos finances, c'est vraiment notre première entreprise. C'est là où on peut décider, c'est là où on a le droit de décider et où on doit prendre de bonnes décisions. C'est là où toutes les décisions qu'on va prendre impactent d'une façon ou d'une autre notre avenir, notre futur, financièrement parlant, et même notre avenir dans plusieurs domaines également. Ça impacte également notre vie de famille, notre vie de couple, nos vies, la vie de nos enfants et même des générations futures. Donc, alors, pourquoi est-ce j'ai fait cette masterclass? Parce que j'ai sorti, je pense, en décembre ou en novembre, je ne me rappelle plus exactement, des agendas et des planificateurs financiers dans le but d'accompagner vraiment les personnes à pouvoir faire cet exercice-là, de faire leur budget chaque mois. Et parce que je me suis rendu compte au fil des formations en formant les femmes, ou les hommes d'ailleurs, ou les couples aussi, qu'à chaque fois que j'allais dire, il faut faire votre budget, il faut faire votre budget, parfois, qu'importe la façon dont on peut montrer, ça reste quand même un exercice. Au début, on est hyper engagé et après, ça devient très vite fastidieux en fait. On prend très vite l'habitude dans le fichier dans lequel on va ouvrir de ne pas y aller. On trouve que c'est compliqué de le faire. Ça devient une gymnastique en fait compliqué de le faire simplement parce qu'on n'a pas un outil. Donc, c'est vraiment de ce constat-là que je suis partie. Et moi-même, déjà, la première, ouvrir mon fichier Excel chaque mois, ça m'énervait comme tout le monde. Et donc, je me suis dit, bah, je veux me simplifier la vie, je veux me coucher dans mon canapé, mon lit le dimanche et simplement faire mon budget ou alors regarder mon budget sans avoir besoin de me prendre la tête, même dans les transports. En tout cas, quand j'ai du temps, je veux pouvoir avoir une visibilité sur cette entreprise-là. Donc, c'est de ce besoin-là qu'est parti l'agenda et le planificateur. On en parlera bien évidemment plus tard. Donc, avant de parler de budget, je vais lire un petit passage dans la Bible, dans Luc 14, à partir du verset 28. La Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui verront ne se mettent à le railler, donc à se moquer de lui. » Donc, c'est vraiment très important de comprendre pourquoi est-ce qu'on construit un budget, comment est-ce qu'il faut le construire et à quoi est-ce qu'il va servir en réalité ce budget-là. Donc, ce n'est vraiment pas une invention. Si la Bible vous dit de vous asseoir et de calculer votre dépense, ça veut dire que vous avez intérêt à le faire. Ce n'est pas une instruction au hasard. Ce n'est pas parce que ça me fait plaisir que je le fais. Ce n'est pas parce que j'ai du temps que je le fais. C'est parce que ça implique un certain nombre d'actions et ça touche certaines actions que je dois mettre en place. Ça veut dire que si je saute cette étape-là, il le dit clairement au verset 29, en fait, de peur qu'avoir mis les fondations, en fait, je vais relire exactement ce qu'il dit, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Une grande partie de nos projets inachevés, c'est parce que très souvent, vous allez voir, ils ont peut-être été mal budgétisés. On n'a pas pris le temps de vraiment s'asseoir et de calculer combien ça va nous coûter. C'est valable dans un business. Si vous engagez dans un business sans savoir combien ça va vous coûter, il se peut qu'à un moment donné, vous retrouvez en train de dire « Ah, ça me coûte beaucoup plus cher que prévu ». C'est pareil pour vos finances, en fait. Ça veut dire que mes finances me servent à faire quelque chose. Et c'est le but, d'ailleurs, pour lequel je vais faire mon budget. Je vais commencer par souligner l'importance d'un budget. Pourquoi est-ce qu'on fait un budget? L'une des premières choses pour lesquelles vous devez faire un budget, on l'a vu tout à l'heure, il faut calculer votre dépense. Mais j'ai besoin, avant de calculer mes dépenses, d'avoir une visibilité, d'accord? J'ai besoin d'avoir une visibilité sur mes revenus. J'ai besoin d'avoir une visibilité sur mes charges. J'ai besoin d'avoir une visibilité sur l'épargne que je peux et que je dois dégager. Et j'ai besoin également de poser certaines actions qui vont me permettre d'anticiper un certain nombre de choses. Ça veut dire que le budget représente un outil de pilotage pour moi, un outil sur lequel je vais m'appuyer pour prendre un certain nombre de décisions, pour déjà connaître ma situation. Donc, la première des choses, c'est que ça va vous permettre de comprendre quelle est votre situation présente. Beaucoup de gens
n'épargnent pas ou alors n'arrivent pas à construire correctement leur budget simplement parce que vous allez vous rendre compte qu'ils ne comprennent pas déjà. Il y a beaucoup de gens, en général, les revenus, ça va. Là où ça coince, c'est plus au niveau des charges. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre où va réellement leur argent. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui génère également en termes d'entrée. Ces deux choses-là, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Et l'une des meilleures façons de le comprendre, c'est en faisant votre budget. La troisième chose, c'est les types d'allocations que vous allez faire, d'accord? Il y a des postes qui sont un peu comme obligatoires, mais il y a des postes sur lesquels vous avez le pouvoir décisionnel où vous devez choisir de faire certaines actions claires. Et la troisième des choses, c'est que vous devez faire votre budget en ayant une vision, une visibilité, quelque chose que vous voulez atteindre. Et c'est en ce sens-là que le budget va vous servir d'outil de pilotage. Donc, ça va vous permettre de piloter un certain nombre d'actions qui vont simplement vous conduire à arriver à la destination finale. C'est pour ça que l'une des premières erreurs que vous ne devez jamais faire, et ça va me permettre de toucher les 6 erreurs que vous ne devez jamais faire quand vous construisez votre budget. La première erreur que vous ne devez jamais faire, c'est de faire le budget dans votre tête. Et beaucoup de gens le font. Ils prennent un budget et ils essayent de faire le budget dans votre tête. Votre tête n'est pas égale à la somme de vos dépenses. Juste en une journée, si vous essayez de comptabiliser tout ce que vous avez fait juste quand vous allez faire le marché, vous allez vous rendre compte que c'est impossible pour vous de retenir même tout ce que vous avez acheté. Donc, comme pour dire que votre tête ne peut jamais vous aider, vous permettre de tout retenir en termes d'informations, ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous ne devez jamais faire comme erreur, c'est de ne pas faire d'objectif. Si vous faites un budget sans vous fixer d'objectif, en fait, vous allez fonctionner comme la plupart des personnes. Je prends mon argent, je fais ce que j'ai à faire avec, et c'est après que je commence à comprendre ou à voir les résultats que cet argent-là ne me permet pas de faire un certain nombre de choses. Vous devez donner une direction à votre argent. C'est pour ça, je vais revenir sur le verset que j'ai utilisé pour le bootcamp, que la Bible dit que l'argent répond à tout. Si vous ne donnez pas une direction à votre argent, il n'y aura pas de réponse. Ça veut dire que vous êtes en train de placer votre argent en position de hasard. Et le hasard engendre le hasard. Ça veut dire que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça peut produire des résultats comme ça peut ne produire aucun résultat. L'argent est un instrument. Ça veut dire que ça a un langage. Si vous ne comprenez pas comment le langage, le son que l'argent émet, si vous ne comprenez pas, si vous ne parlez pas le même langage que l'argent parle, vous allez essayer en fait d'attraper cet instrument-là, mais vous aurez comme l'impression en fait que ça vous échappe. C'est pour ça que vous devez fixer vos objectifs. Parce que quand vous fixez vos objectifs, vous êtes en train de donner une direction, un cap. Vous êtes en train d'orienter cet argent-là, de lui dire voici ce à quoi tu vas répondre. Voici la sollicitation à laquelle tu vas être assigné. Voici ce pourquoi je veux que tu sois manifesté. Et ça longtemps avant qu'il arrive. Parce que s'il arrive, il arrive parce qu'il est une réponse. D'accord? Il n'arrive pas parce que vous avez des besoins. Le besoin là, tant qu'il ne se transforme pas pour que l'argent vienne répondre à ce besoin. En fait, c'est pour ça que vous voyez les gens, ils ont plusieurs besoins. Ce n'est pas parce qu'on a des besoins que, en fait, on a de l'argent, non. Mais l'argent vient en réponse quand je comprends que ce besoin-là, je dois le matérialiser et je dois lui assigner un certain nombre d'actions auxquelles l'argent va simplement venir être la réponse. C'est pour ça que vous devez véritablement apprendre à bien fixer vos objectifs. Je ne sais pas si on pourra le faire ici, mais je pense que ce n'est peut-être pas prévu. Mais apprenez à fixer correctement vos objectifs, d'accord? C'est quelque chose de très important qui va vous aider. Beaucoup de gens, en début d'année, là, ils ont une longue liste. Et moi-même, pendant des années, Dieu sait que j'avais des listes et des listes et des listes. Ce n'est pas mauvais. Mais dans cette liste-là, vous devrez avoir un ordre de priorité. Vous devrez savoir, en fait, qu'est-ce qui est prioritaire. Et l'une des meilleures façons, en tant qu'enfant de Dieu, je vous en supplie, c'est de prier. Priez pour vos objectifs. Priez que vos objectifs soient célestes.
La Bible dit que si on est mort avec Jésus-Christ, alors on doit chercher les choses d'en haut. Je passe dans Éphésiens 3 où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que mes objectifs doivent être divins. Parce que si mes objectifs sont divins, la provision assurément sera divine. Dieu ne t'inspire pas quelque chose qu'il n'est pas capable de financer. Dieu ne t'inspire pas quelque chose sur lequel il n'a pas la possibilité de créer des vases pour que tu puisses acquérir cette chose-là. Parce que la réalité, c'est que toi et moi, on est simplement des instruments, en fait. On est là pour manifester simplement la volonté de Dieu. Donc, si c'est dans le plan de Dieu, il te guidera aussi, en plus de ce qu'on va voir, il te guidera aussi pour savoir où est-ce que tu vas trouver la ressource. Parce que s'il est la source, il a la ressource. Il a la ressource, beaucoup plus que toi et moi. Oh my God, il a la ressource. Il a ce que tu recherches là. Mais le problème, c'est que parfois, nos objectifs ne sont pas en ligne avec ce que le Seigneur attend de nous. Et si tes objectifs ne sont pas en ligne, ça veut dire qu'il se peut que Dieu ne soit pas celui qui doit financer ces projets parce que Dieu ne finance pas les projets dans lesquels il n'est pas impliqué. Tu peux essayer par toi-même, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que si tu es honnête, Dieu n'est peut-être pas ici, là. Repars devant lui, en fait. Avant de fixer tes objectifs, prends le temps de converser, en fait, de parler au Seigneur, de dire au Seigneur, je veux accomplir tes objectifs, en fait. Parce que dans les objectifs de Dieu, il y a les vôtres. Parce que dans nos objectifs en tant que parents, il y a ceux de nos enfants, légitimement. Donc, dans les objectifs de Dieu, il y a votre intérêt, il y a votre portion, il y a votre part. Donc, si vous comprenez ça et que vos objectifs, en fait, dans un premier temps, vous prenez le temps de prier, de chercher la face du Seigneur par rapport à ça. La deuxième étape, c'est qu'il faut commencer par les prioriser. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Et très souvent, nous, on fonctionne sans priorité. Et ça crée extrêmement de désordre. Vous devez avoir des priorités dans vos objectifs. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui passe avant l'autre? Qu'est-ce qui va me permettre d'accomplir le point Z? D'accord? Vous devez les classifier. Et l'une des bonnes façons de les classifier en général, c'est par chronologie. C'est que ça veut dire de l'objectif le plus rapidement atteignable à l'objectif qui va me demander beaucoup plus de temps ou qui va me demander beaucoup plus de moyens. Parce que l'ensemble des choses que je vais mettre en place va me permettre de générer justement cette partie de revenus-là qu'il me faut pour accomplir mes objectifs à long terme. C'est pour ça que vous avez intérêt à les fixer au moins sur 2 ans. Qui ici là connaît dans 2 ans qu'est-ce qu'il veut accomplir? Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros et me dire? Moi non, parce que je ne taille pas beaucoup d'importance à ça. Hein. Comme tu le dis, des fois, je le fais dans la tête comme ça, mais c'est vraiment une grosse erreur, je l'avoue. Ok. Merci, maman Edwige. Maman Edwige a abordé un point que tu viens d'aborder, c'est que nos objectifs sont dans notre tête et pas sur le papier. Ok. Ok, merci Pascaline, merci. Ok, donc ça c'est la première des choses. Votre objectif doit figurer sur un papier. Votre budget doit se faire sur un support. Ceux qui sont à l'aise avec des supports numériques, tant mieux. Ceux qui sont à l'aise avec des supports papier, tant mieux. La deuxième des choses, vous devez vous fixer des objectifs. Ça, c'est clair et net. Amélie? Oui. Excusez-moi, je peux intervenir? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, au niveau des objectifs, moi, j'arrive à établir un budget sur support informatique, mais comme tu l'avais dit, je ne l'ouvre pas. Exactement. Même si je répète, parce que j'ai mis des virements en place, tout ça, mais je n'ouvre pas mon fichier tous les mois. Exactement. Et j'ai du mal, même si je répète les choses, entre guillemets, mais le fait de l'ouvrir, si je l'ouvrais tout le temps, je pense que j'aurais une visibilité qui me permettront peut-être de me canaliser autrement et d'ajuster s'il faut. Exactement. L'une des erreurs... Oh, merci beaucoup, Mélanie. Et c'est exactement le problème qu'on a, c'est qu'à partir du moment où c'est fait ce support numérique, c'est une bonne chose, hein?
mais je vous assure, dans 80% des cas, on tient 1 mois, 2 mois, et après, on n'est plus concerné du tout. Je voulais aussi dire quelque chose sans vouloir te couper. Non, vas-y, oui. Donc, en fait, je voulais dire en fait que moi, en fait, je n'ai jamais pensé à planifier jusqu'à dans 2 ans. Mhm. Et le budget, je le fais aussi, mais je n'arrive pas à respecter. Je le fais toujours, en fait, chaque mois. Et, mais je n'arrive pas à respecter. Et aussi, mon problème aussi, c'est j'épargne aussi, mais je pars toujours dans mes épargnes. Piocher. Voilà. Ça, c'est un très, très bon point. Et c'est un très, très bon... c'est un problème que beaucoup de gens ont. Mais c'est simplement parce que il vous manque quelques pions qu'il faut rajouter. Alors, attendez, j'ai préparé un fichier. Je vais lire la réponse de Jeannette et dit voilà mon problème aussi, je pioche mes économies. Ok, Donc, je vais voilà. faire un budget sans objectif. Alors, ok. Bon, mis à part Sarah, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font le budget? Est-ce que vous avez même l'habitude de faire un budget? Voilà, bonjour. Alors, oui, moi, Bonsoir, en fait, Sophie. bonsoir, soyez bénis. Oui, moi, je dirais que Mon c'est pareil, en fait, je budget, mais quand il s'agit de l'épargne, de fois, ouais, tu as tendance à vouloir piocher. Il suffit que les enfants veulent quelque chose, bah, du coup, histoire de leur faire plaisir, bah, tu vas piocher. Donc, c'est vrai que ça, bah, j'ai du mal à travailler dessus pour pouvoir garder un rythme assez strict. Alors, ok. Pouvoir bien maintenir son épargne. D'accord. Vous savez pourquoi? Je vais répondre, ça va nous permettre un peu d'être interactif parce que ce que j'avais préparé pour vous, je ne retrouve pas mon fichier, c'est dingue, mais c'est vrai. Donc, bon, le Seigneur veut peut-être qu'on fasse autrement. On va se dire beaucoup de choses. Amélie, il y a beaucoup de personnes présentes qui ne font pas de budget. Il y a Adeline qui dit le budget, c'est du chinois pour moi. Ok. Alors, pour moi, ma source de revenus, c'est quoi? Et ma source de revenus n'est pas constante, mais je dois quand même faire de petites économies. Ok, je vais répondre. Pour celles qui ne font jamais de budget, ça c'est très grave. Parce que comme on l'a vu, quand vous allez poser la fondation, vous allez vous rendre compte que le problème, en fait, c'est qu'à ce principe est rattaché également le principe de non-accomplissement. D'accord? Si vous observez bien, celles qui ne font pas de budget, je ne dis pas à 100%, mais dans peut-être 80% des cas, vous aurez un problème avec je ne vais pas dire l'esprit de non-achèvement, mais c'est ça qui me vient en fait. L'esprit de non-accomplissement. Et c'est biblique. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez que ce n'est pas... En fait, je ne le fais pas parce que ça me fait plaisir. Si ça me fait plaisir, moi-même qui vous parle là, ça ne me fait pas plaisir de me fatiguer à le faire. Ça ne me fait pas plaisir du tout. Mais à ça est rattaché un esprit de non-accomplissement. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, pour vous et pour moi-même, parce que moi-même, c'est un exercice, tout le monde doit y passer en fait. Et je vous assure, c'est parti, comme je vous disais, l'agenda là. Moi-même, j'ai commencé mon budget. Un mois, je me suis rendu compte que c'était compliqué d'ouvrir mon propre ordinateur pour faire le suivi. Au bout de 6 mois, là, j'étais motivée. La motivation avait commencé à disparaître. C'est pour ça que je me suis dit que je sais que, étant assise dans mon lit, le dimanche, là, quand je ne veux pas me lever pour aller ouvrir mon ordinateur, si j'ai mon crayon, je peux écrire mes trucs ou checker mes trucs entre 2 transports pour que ce soit fait. Parce qu'à ça, on va relire le verset et rattacher quelque chose de très important. De très, très, très important. Qui peut me lire dans une autre version? Je vais lire dans ma version français courant que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus simple.
Mais si quelqu'un a une autre version que lui second, on va lire pour voir ce que ça donne. D'accord? J'ai dit que c'était Luc 12 au verset combien? Pour voir si on me suit, si on m'écoute bien ici, là. C'est Luc 14, 28. Luc 14, combien? 28. Luc 14, 28, 29. Verset 29, c'est ça? 28 à 29. OK. Alors, non, je ne suis pas dans Luc, moi. Je me mets dans Luc. Luc 14. Je peux lire. Oui, si tu as une autre version que Luc 14. En fait, je cherche une autre version que Luc 14. Une seconde? OK. Que lui second. Je vais lire la liste. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être risé de tous les témoins de son échec. Merci, Tata Lydie. Alors, en effet, si l'un de vous veut bâtir, si tu ne fais pas de budget, ça veut dire que tu n'es même pas quelqu'un qui est en train de bâtir. Donc, la première chose, c'est que tu ne bâtis même pas. Right? C'est pour ça que vous allez voir, quand on va descendre au fur et à mesure, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est associé à un esprit de non-accomplissement. Ça, en fait, ça s'associe à un esprit de non-accomplissement. Si il dit, en effet, si l'un d'entre vous veut bâtir, ça veut dire que le fait que tu t'assoies pour calculer ta dépense exprime le désir pour toi de bâtir. Est-ce que tu veux bâtir ça? Parce que c'est ça qui fait en sorte que vous voyez, des années après, ah non, j'avais tel projet, vraiment le projet là, je ne sais même pas, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 1 an, ah vraiment, si Dieu fait grâce. Non, est-ce que tu veux bâtir? Parce que si tu veux bâtir, il y a des choses qui vont démontrer que tu veux bâtir. Et l'une des choses qui va démontrer que tu veux bâtir, il dit, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, ça veut dire veut bâtir quelque chose de solide, veut bâtir quelque chose de grand, veut bâtir quelque chose qui va durer, perdurer. Parce que quand on bâtit une tour, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc, est-ce que tu veux bâtir quelque chose de solide? Est-ce que tu veux déposer quelque chose de solide, en fait, pour ta maison, pour ta famille, pour ta génération? Luc 14, au verset 28, on est, Adeline. Ne prend d'abord, il dit, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir? Donc, bâtir un budget demande de s'asseoir, de prendre un temps où tu vas t'asseoir. C'est pour ça que je vous ai dit, ça ne se fait pas dans la tête, en fait. Tu ne peux pas juste te balader et te dire, bon, franchement, je me débrouille à faire ça. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il dit, prends le temps de s'asseoir. Assois-toi. Et des temps où tu décides que cette entreprise-là, je vais la manager. Tu vois, quand tu vas travailler chez quelqu'un, là, tu te lèves le matin, tu prends ton temps, tu vas au travail. C'est ton entreprise. Qu'est-ce que tu veux bâtir avec elle? Quel type de tour tu veux bâtir avec ça? Quelle est la qualité de la tour que tu veux que ça sorte de là, en fait? Le temps que tu vas accorder à ça va démontrer le type de tour que tu veux bâtir. Parce que si quelqu'un veut bâtir quelque chose en plastique, ce n'est pas le même temps qu'il va mettre pour la personne qui veut bâtir en bois. C'est pour ça qu'il dit, en fait, celui qui veut bâtir avec la chaume, le foin, l'or, en fonction du type de matériel, I don't know, que tu veux utiliser, ça va te prendre plus ou moins du temps. Mais la première étape, c'est déjà, il faut prendre le temps de t'asseoir. Est-ce que tu as des rendez-vous? Au moins, le minimum, c'est 2 fois par mois, le minimum. Si tu ne t'occupes même pas de tes finances, ça veut dire qu'il faut que tu aies un temps pour planifier. Et on va voir la 4e erreur, c'est ne jamais faire de suivi. Un temps pour suivre tes finances, d'accord? Si tu fais un budget, c'est bien. Si tu ne le suis pas, tu n'es pas différent de la personne qui n'a rien fait. Vous deux, vous êtes au même niveau. I'm telling you. Parce que rien ne te garantit que ce que tu as mis là, tu l'as atteint. Et puis si tu le mets, pour au final que ce soit atteint ou pas atteint,
Quelle différence y a-t-il entre toi? Bon, peut-être tu as une information que l'autre n'a pas en ce qui concerne peut-être certains postes, mais fondamentalement, vous n'êtes pas différents en fait. Donc, il dit, il prend d'abord le temps de s'asseoir. Il s'assoit pourquoi? Pour calculer. Pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il y a les moyens. C'est pour ça que quand vous avez vos objectifs là, si tu as les objectifs de 100 milliards, ce n'est pas mauvais. Mais ce que ton entreprise présente ou tes revenus présents te permettent de réaliser, c'est combien? Et c'est pour ça que même la Bible applique la loi des faibles commencements. Parce que quelle que soit la vision que tu as, aussi grande sera-t-elle, il te faudra commencer quelque part. Il te faudra commencer quelque part. Et tu dois commencer à savoir que si je vais générer 10 millions, 50 millions dans 10, 15 ans, c'est la somme de tes actions d'aujourd'hui. C'est la somme de tes actions d'aujourd'hui qui vont faire en sorte que dans 4, 5, 10 ans, il y ait ça. Ce n'est pas en espérant que, voilà, je vais gagner au loto, je vais faire ceci. Non, ce n'est pas comme ça en fait. C'est la somme des calculs. C'est la somme des prières. C'est la somme, voilà, on va voir, c'est la somme de toutes ces choses-là que tu vas mettre qui feront que dans quelques années, les choses se mettront en place. Donc, c'est tellement important. Vous devez savoir combien ça vous coûte. Beaucoup de gens font des objectifs. Moi, je vois des gens, ils font des objectifs. Il n'y a pas de chiffre. Tu ne peux pas faire un objectif, tu ne chiffres pas. Ce n'est pas un objectif, en fait. Un objectif doit être chiffré. Même si tu veux gagner des âmes pour le Seigneur, dis, je veux 100 âmes. Regardez. Bartimée criait, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus même a entendu, mais il se retourne. Il aurait pu dire, Bartimée, je fais ça pour toi. Non. Il dit, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée dit, je veux retrouver la vue. Il était précis, en fait. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Combien ça va te coûter? Si tu veux 100 âmes, le prix de 100 âmes, là, combien ça va te coûter? Ça peut être en temps, ça peut être en argent, ça va te coûter quelque chose. Mais qu'est-ce que ça te coûte, en fait, ces objectifs-là? Et là, comme dans le cadre du budget, on parle finance, on va parler argent. Donc, combien est-ce que ça te coûte? Beaucoup de gens disent, je veux une maison. Oui, mais ta maison te coûte combien? Est-ce que tu es déjà au moins allé voir le banquier pour savoir même quelle est ta capacité à la banque, en fait? Non. Mais tu vas calculer sur la base de quoi? Donc, il continue plus tard et dit, et il vérifie s'il a les moyens de mener cette entreprise à bonne fin. Donc, tout objectif que je mets, c'est pour l'atteindre. Parce que s'il te demande de vérifier là, c'est pour que tu puisses l'atteindre. Il dit de mener à bonne fin. Ça veut dire que les objectifs que je vais commencer, je vais laisser là. C'est les objectifs pour lesquels je ne me suis jamais assise pour me demander véritablement, est-ce que je peux atteindre ça avec ce que je gagne? En tout cas, une bonne partie. Est-ce que je peux atteindre ça? Est-ce que je peux atteindre ça? Donc, c'est tellement important. Il dit, sans quoi il n'arrivera pas à terminer la construction après avoir posé les fondements. Moi, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Bible. La Bible te dit que tu as un esprit de non-accomplissement. Si tu joues avec ton budget, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Tu es en train de jouer avec tes projets. Tu es en train de blaguer avec ta tour. Votre exercice, je vais vous lire un petit extrait, le mec qui s'appelle Dr. Gail Mathieu. Et il a écrit, il est docteur en fait en psychologie à Californie et il a mené une étude durant 2 ans en fait. Et durant cette étude, en fait, sur la réalisation des objectifs sur près de 270 personnes,
il a été démontré que, en fait, voilà, je lis exactement, elle a démontré qu'on augmentait littéralement nos chances d'atteindre nos objectifs de 42% rien qu'en les écrivant. Donc, l'exercice que je suis en train de vous faire faire n'est pas un exercice à jeter à la poubelle. Écrit la question dans le chat par rapport au budget, là, comment ne plus piocher, en fait, parce que c'est un peu ça ma problématique, ou bien mon problème. Et respecter le budget, en fait. Merci, Amélie. Pour Sarah, donc comment ne plus piocher dans son épargne et respecter son budget? OK. Très bien. Alors, la première des choses, c'est que si tu fais un budget trop restrictif, d'accord, tu vas toujours piocher dans ton épargne. Donc, la première des choses, c'est déjà de bien faire son budget. Si ton budget n'est pas bien fait, je te garantis, tu vas piocher dans ton épargne. Ça, c'est la deuxième chose. Et l'une des erreurs qu'on fait quand on fait notre budget, c'est que, bien évidemment, on ne met jamais de casse imprévue. Ça doit figurer dans votre budget. Ça, c'est l'une des premières choses. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prévoir que mon ampoule va éclater. Je ne peux pas prévoir que ma poignée de porte va se casser. Et bah, je ne peux pas rester chez moi sans électricité parce que il fait noir. Non, c'est clair que non. Donc, vous devez mettre cette casse-là, je ne sais pas appeler ça diverse comme vous voulez, bref, mais allouer un montant à cela dans vos dépenses, en fait. Ça, c'est la première des choses. Après avoir également bien défini en amont quelles sont vos charges. La deuxième des choses, d'accord, c'est que ce sont des postes sur lesquels vous décidez. En général, sur lesquels vous allez aller piocher. Ça veut dire que c'est quand je décide que ce mois-ci, j'achète 10 000 d'habits, que quand je vois la perruque qui passe là, mon cœur bat. Et puis, je vais aller chercher mon argent là, retirer pour aller payer avec. Vous avez deux options en fait. La première option, surtout pour ceux qui sont en Afrique, sincèrement, cet outil-ci, quand je l'ai conçu, c'est vrai qu'il nous bénit nous-mêmes. Il est en couple, ça c'est les agendas, il est en couple, mais il est aussi en comment dire ça, en single. Ça c'est single et couple, je ne sais plus trop où je l'ai mis. Bref, c'est la couverture et les proclamations qui diffèrent. Ici, vous avez une partie, je ne sais pas si on arrive à voir, qui est vraiment on voit les dépenses journalières, d'accord? Si vous êtes quelqu'un qui pioche régulièrement, ça veut dire que non seulement la première étape, vous devez allouer un budget clair, mais sortez avec votre agenda, je vous en supplie. Mettez-le dans votre sac. Notez ce que vous dépensez. Cet exercice-là, ça entraîne ton cerveau à te dire que je suis en train d'exploser mon budget. Et en plus, en haut, il y a une partie épargne. Ça veut dire que quand tu as ton objectif d'épargne, si tu excèdes tes dépenses ici, tu es en train de creuser ton épargne prévue ici. D'accord? Ici, il y a une partie épargne ici. Amélie, tu pourrais nous dire où trouver tes livres, s'il te plaît? Alors, s'il y a possibilité, tout à l'heure, on postera le lien également. Oui, je vais poster le lien de mes livres, de mes pages tout à l'heure. Alors, donc, ça, c'est une technique. À celle-ci, regardez, les femmes, ça marche à tous les coups. Je ne sais même pas où je peux trouver ça. Voilà. Regardez. Cherchez un outil comme ça, dans lequel, chaque mois, là, le budget que vous avez alloué, que vous soyez en Europe, en Afrique, là, tirez en espèces. Mettez dedans. Prenez votre carte, là. Déposez-la. Donnez-la même à quelqu'un. Donnez-la à votre mari. Dis-lui, ne me redonne pas cette carte-ci. Qu'il pleuve, il neige, ça va vous contraindre à vivre sur ce sur quoi vous vous êtes fixé comme grade. Ça veut dire que il n'y a que vraiment certains types d'imprévus que vous pourrez aller piocher dedans. D'accord? Ça, c'est la deuxième des choses. L'autre chose que les gens ne font pas et qui est un grave problème, c'est avoir un fonds de sécurité. Et ce fonds de sécurité, il se bâtit également comme bâtit le budget. D'accord? Ça fait partie des choses que vous devez bâtir dans votre budget.
Si vous fonctionnez sans fonds de sécurité, là, je vous garantis, vous allez piocher dans votre épargne. Parce que quand vous avez un parent qui est malade, vous ne pouvez pas dire que j'ai l'argent, je ne sors pas. Quand vous avez une tati qui est décédée, là, on vient sur votre tête, pas devant, pas derrière, au milieu, là, vous n'êtes qu'en train de regarder votre compte bancaire. C'est pour ça que si vous ne faites pas une bonne répartition, si vous faites, le but n'est pas de dire, oui, j'épargne 70%, non. Le but, c'est que ce que tu épargnes là, que tu puisses faire un certain nombre de choses avec. Et moi, je vois l'un de nos gros soucis aussi, c'est que nous, on épargne pour que l'argent reste dans notre compte bancaire. Ça, c'est le troisième problème qui fait en sorte que vous allez toujours piocher dans votre épargne. Pourquoi? Parce que l'argent qui ne travaille pas, bah, c'est ça, ça attend simplement les problèmes. Ça attend simplement tous les problèmes. Donc, comme tu ne fais pas travailler ton argent, ça reste sur un compte, et ben, le jour où il y a un problème, il résout le problème et c'est une opération nulle. Et tu dois recommencer à mettre de l'argent. C'est pour ça que dans la gestion, une bonne gestion des finances, vous ne pouvez pas gérer correctement vos finances si vous n'investissez pas. Ça veut dire que vous êtes en train de faire des opérations à perte ou à potentielle perte. Où pourrait-on trouver tes livres de manière concrète en Europe et en Afrique, s'il te plaît? Alors, mes livres sont disponibles. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Mes livres sont disponibles en France. Vous pouvez juste m'écrire. En Europe, de façon générale, vous pouvez juste m'écrire. En Europe, vous pouvez m'écrire et normalement, ils sont disponibles. Après, pour ceux qui sont en Afrique, au Cameroun, je livre actuellement au Cameroun, au Togo, au Gabon, au Tchad et au Burkina Faso. Donc, c'est les 5 pays où actuellement je livre. Je n'ai pas encore tous mes livres. Il y a le dernier qui est sorti qui n'est pas encore au Cameroun. Sinon, normalement, je pense que les autres, en tout cas, une bonne partie, ils y sont. Voilà. Attends, tu as oublié la Côte d'Ivoire. Ah oui, pardon, la Côte d'Ivoire, sorry. Il faut faire la publicité de la Côte d'Ivoire. Hein. Grave, j'ai oublié la Côte d'Ivoire, pardon, Côte d'Ivoire aussi. Tu peux encore remontrer ta livre, s'il te plaît. Alors, je vais faire un petit tour sur mes livres. J'aime bien quand c'est des gens qui parlent de mes livres par moi, mais bon, je suis obligée de me plier sur cet exercice. Ça, c'est mon tout premier bébé que j'ai écrit, La puissance du service, pour ceux qui m'ont vraiment entendu enseigner. D'ailleurs, j'ai une page qui s'appelle La puissance du service. Attends, je vais poster directement le lien. Sur comment beaucoup de gens, au départ, vous savez, même sans argent, l'une des opportunités extraordinaires même, quand on est encore, quand on n'a même pas encore commencé, et même quand vous entreprenez, vous savez, pendant des années, on peut prier. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de... Tu peux faire tout, en fait. Mais je me rendais compte que, en fait, l'une des plus grandes bénédictions se trouve dans le service. Même dans vos entreprises. Beaucoup de gens se plaignent des salariés qu'ils ont. Si tu sers mal quelqu'un, tu es candidat pour recruter des employés tordus. Hein. C'est un principe tellement puissant. Donc, quand tu vas servir, en fait, tu es en train d'engendrer le type de personnes que tu veux récolter dans ta propre entreprise. Et le service a tellement de clés, tellement d'ouverture. Ça bâtit même les générations futures. C'est que les bénédictions du service sont générationnelles. Ça transcende, en fait, les générations. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et je me suis dit, waouh, même en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes jamais trop occupé pour aller servir quelqu'un. Je vous en supplie. Ça ouvre des portes extraordinaires. Et vous avez intérêt à savoir qui est-ce que vous devez aller servir. Comment vous devez servir la personne. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous. Je disais encore dans mon mardi de gloire dernier, quand vous servez, vous êtes une porte d'accès que l'ennemi peut utiliser. Regardez Judas et Jésus. L'ennemi ne cherchera pas loin. Donc, vous avez besoin de connaître aussi comment vous protéger. Par la grâce de Dieu, on travaille tous à ça. Même moi qui vous parle, j'y travaille parce qu'on n'est pas arrivé. Vous êtes une porte de bénédiction et vous êtes également une porte d'accès. Pour celles qui cherchent le mariage,
Sarah et Rebecca. Naomi est entrée dans le mariage à cause de la bénédiction. J'ai fait un enseignement sur ma page, mais je pense dans l'Académie Grâce Divine, sur la saison maritale et le service. My God. Elle était veuve depuis 10 ans. Même le remariage, même là où on dit que tu es veuve, le service a réussi à la propulser, à entrer à nouveau et être l'ancêtre de Jésus. Le service repositionne énormément de choses. Ça ouvre vous savez, Martin Luther King dit, en fait, et je pense que je le cite dans ce livre d'ailleurs, il dit tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. Et l'un des principes de la richesse, c'est le service. Amazon est plus riche que vous et moi parce qu'il sert beaucoup plus de personnes. Oh my God, si tu comprends ça, si tu comprends comment le service peut transformer ta vie. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Il y a certaines priorités. Ce n'est pas que tu ne dois pas faire, voilà, te faire plaisir, mais si tu privilégies le plaisir sur tes objectifs, tu es en train de tuer ton avenir. C'est tout. C'est pour ça que ça doit être très clair dans votre tête. Tu vois, par exemple, comme maman Patricia a dit, je vais faire des cours. Si tu n'as pas l'argent pour faire des cours déjà, comment est-ce que tu vas prendre cet argent comment est-ce que tu vas t'endetter pour acheter une mèche de 300 000 quand tu n'as pas d'argent pour acheter déjà une formation qui est importante pour toi, qui te coûte 50 000? Et on le fait en tant que femme. On sort de la maison, on rentre avec la mèche, le sac, le truc, alors qu'on a des trucs importants. On achète, nos maisons sont remplies d'habits, de chaussures, de tout ce qu'on veut. Ce n'est pas, je dis bien, je dis pas que vous devez devenir comme négligé et tout. Je dis juste qu'il faut fonctionner avec des priorités. Et c'est tout l'intérêt de faire un budget. Parce que si vous construisez correctement, à un moment donné, toutes ces choses, vous aurez la possibilité de le faire, de vous offrir. Mais il faut le faire au bon moment. Au bon moment. Ce n'est pas possible que vous ayez des sacs à 100 000 euros quand vous ne vivez pas dans un appartement de 100 000 euros. Ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de tuer votre avenir et de tuer celle de vos enfants. Parce que vous êtes en location et vous avez un sac de 100 000 euros. Moi, je me pose des questions, en fait. La finalité, c'est quoi? Qu'est-ce que vous visez, en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Un homme de bien laisse un héritage. Tu dois travailler pour 2 générations. Tu dois travailler pour 2 générations. Au minimum, tu dois travailler pour 2 générations. Si tu quittes de cette masterclass, tu n'as rien retenu. S'il te plaît, retiens ça, s'il te plaît. Tu dois travailler pour tes enfants et tes petits-enfants. Donc, le budget même que tu bâtis là, avant d'aller piocher des doigts, dis-toi que c'est l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants que je suis en train de jeter à la poubelle. C'est une partie. Quand je fais un mois là, je n'ai pas posé une action qui me permet d'avancer là. Je suis en train d'hypothéquer. On a parlé de la paresse, la procrastination, la peur, toutes ces choses-là qui vous empêchent d'avancer là. Inconsciemment, vous êtes en train de clouer une partie de l'avenir de vos enfants que vous êtes censés bâtir. Vous devez vous lever en fait. Vous devez vous lever. Ça semble être peut-être un peu simple quand on dit de faire un budget, mais c'est tellement important. Tellement important, my God, je vous en supplie. Parce que ce n'est pas que pour vous. Il y a des générations. Si nos parents avaient fait les choses correctement, nos grands-parents nous avaient laissé, nos parents avaient pris le temps de faire des choses pour nous. Je vous assure, aujourd'hui, là, si vous avez 2 loyers en Île-de-France ou en Afrique, si vous avez 2 loyers même de 200, de 500 euros, peut-être depuis l'âge de 10 ans jusqu'à vos 25 ans, est-ce que vous pouvez imaginer financièrement comment ça vous aurait propulsé à 25 ans? Ne jouez pas avec ces choses-là. L'argent, ce n'est pas pour gaspiller. Et c'est l'une des choses qui nous appauvrit aussi. Si vous n'êtes pas fidèle, la Bible dit celui qui est fidèle dans de petites choses, on lui confiera de grandes. Dieu regarde à la façon dont tu gères le peu que tu as avant d'augmenter. Ce n'est pas la quantité de tes prières qui augmente ton argent seulement. La fidélité, si Dieu te donne, il voit que tu gaspilles là.
même toi-même, à ton enfant naturel, tu ne prendras pas tout 10 000 euros, tu lui donnes pour qu'il aille. Si il ne revient te dire rien de bon avec, demain tu prends 10 000 euros, tu lui donnes. Même toi-même, parent, tu ne le feras pas. Donc, le Seigneur aussi ne te confiera pas si, même dans ce que tu fais, il ne voit pas une certaine diligence. C'est des principes, en fait. Si tu es quelqu'un, tu gaspilles l'argent comme ça, et l'une des plus grandes richesses, d'ailleurs, que l'argent doit apporter dans votre vie. Parce que l'argent n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un instrument. Et il y en a qui l'ont très, très bien compris. C'est que ça doit vous permettre de le transfert de grâce. Le transfert des choses immatérielles. C'est pour ça que la Bible dit, vous devez amasser des trésors au ciel où il n'y a ni rouille. Ça te permet de bâtir quelque chose qui dépasse ce qui est sur la terre. Tu as plus intérêt à bâtir au ciel que sur la terre. Oh. Donc, je vais m'arrêter là. Vous savez, nos finances personnelles sont vraiment notre première entreprise, financièrement parlant, bien sûr. Parce que notre famille, c'est, voilà. Mais nos finances en entreprise, c'est vraiment là où, comme je disais au départ, on décide, on fait des choix. C'est là où le Seigneur nous rend responsables. Il nous responsabilise. C'est pour ça qu'il nous donne, on est intendant en fait. Il nous remet cet argent, c'est à nous de le gérer. Et je dis toujours aux gens, une entreprise ne fonctionne pas par hasard. C'est pour ça qu'elle a des résultats. Si vous fonctionnez par hasard dans vos finances, vos résultats seront hasardeux. Donc, gérez vos finances comme une entreprise et avec succès et vous aurez des entreprises. Et ça ne répond pas aux standards du monde. Ça répond aux standards divins. Donc, dans ce livre, je partage vraiment des principes qui vont vous aider à gérer vos finances personnelles vraiment comme une entreprise divine. Et après, il y a celui-là qui est Couple et Finances, qui est mon vraiment tout dernier bébé qui est sorti récemment, en février là. Et c'est vraiment un livre que j'ai écrit parce que je suis allée d'un constat qui me rendait, moi, personnellement, triste. Je voyais dans beaucoup de couples, c'est qu'on est préparé physiquement, on est préparé spirituellement, mais on n'est pas préparé financièrement. Et là, les finances, c'est vraiment l'une des 5 causes de divorce dans les couples. Ça veut dire que si je me prépare physiquement, je me prépare spirituellement, j'ai intérêt aussi à me préparer financièrement. Et quand on ne le sait pas, on arrive dans le couple, monsieur a sa façon de gérer, madame a sa façon de gérer, et on essaye de trouver un équilibre. Et les choses commencent à devenir très compliquées. Parce que personne ne veut lâcher, personne ne veut laisser. Chacun est celui qui connaît. Et ça nous crée des problèmes. Donc, vous avez intérêt, quand vous n'êtes pas encore marié, à vraiment poser ces bonnes bases, à comprendre les choses. Les choses sont beaucoup plus profondes. Ça va vraiment beaucoup plus loin. Parfois, ça a commencé dans votre famille. C'est pour ça qu'on va vous dire de regarder le chemin familial de sa famille, de ta famille, de vous asseoir, en fait, et de vraiment, ces fondations-là, de les détruire, en fait, de vous dire ça, ce n'est pas des fondations divines. De comprendre même déjà comment vous fonctionnez et de trouver votre rythme de cadence en tant que couple, qui va vous aider simplement, une fois marié, à vraiment asseoir ces bases-là. Et dedans, je recense également 11 questions qui sont énormément revenues lors des formations et des tournées où les femmes, voilà, mon mari ne veut pas que je paye la dîme, mon mari trouve que mes idées ne m'encouragent pas quand je veux entreprendre, mon mari trouve que je suis dépensière, que faire? Ça regroupe énormément d'idées, de réponses, de débuts ou de solutions de réponses, en fait, ce livre-ci. Pour vous aider en tout cas à pouvoir faire face à ces questions-là. Donc voilà, à part ça, j'ai des agendas, comme je vous ai présenté, et des planificateurs. Donc voilà, des agendas et des planificateurs qui sont vraiment pour ceux qui, comme moi, là, ont commencé et en cours de route, c'est compliqué de finir l'année sur les fichiers Excel. C'est vraiment un outil fait pour vous. Donc, j'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille, notamment, je pense que je vais lancer une formation pour les ados parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, le temps que nous, on a perdu aujourd'hui, si nos enfants connaissaient ce temps-là, ils n'en seraient plus là. Donc, ce sera sur le mois de mars avec des formations aussi, des accompagnements individuels et des formations
comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, sur la gestion des finances personnelles, où j'accompagne effectivement des gens sur ce domaine-là à vraiment décoller. Et par la grâce de Dieu, en tout cas, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies transformées depuis qu'on a commencé. Donc, on rend grâce vraiment au Seigneur, on le bénit pour l'œuvre qu'il a commencé. Et je pense que l'un des plus beaux témoignages, c'est qu'une de mes étudiantes, elle me disait, ça faisait 12 ans qu'elle n'avait pas pu épargner. Et après la formation, elle a réussi à ouvrir 3 comptes bancaires et avoir 7 sources de revenus. J'étais juste, waouh. Donc, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas pu faire tout ce qu'on a fait. Donc, my God. Peut-être on refera une autre masterclass par la grâce de Dieu. J'espère en tout cas qu'on refera. Et là, on pourra vraiment toucher beaucoup plus en profondeur comment atteindre ses objectifs et d'autres points aussi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat. Donc, soit je les ferai dans Mardi de gloire, soit je les ferai ici pour que vraiment on puisse avancer. Sinon, il y a la formation que j'ai lancée également qui va commencer à partir du 15, je pense, mars, entre le 15 et le 20 mars, qui s'appelle de IAR, de l'idée à la réalisation, où là, c'est vraiment plus structuré et où j'accompagne vraiment de A à Z, on va dire, ou bien en tout cas de façon globale, les personnes qui ont des projets et qui veulent véritablement avoir des clés pour bien faire les choses jusqu'à se lancer. Donc, voilà un peu. Merci Amélie. Des questions. Voilà. Juste pour dire également qu'on pourrait également visiter tes pages Facebook et YouTube. Oui. On parle de la gestion financière, la gestion personnelle des finances. Ma page s'appelle HBIZ, HBI2ZZZ. Donc, HBIZZ, je suis sur Facebook et sur YouTube. Et là, j'ai commencé à poster. Je vais poster de plus en plus de contenu aussi pour un peu plus parler des thématiques. Sinon, après,